Donc la dernière fois, on a vu que sur le canal radiomobile, on avait deux contraintes. D'une part, la contrainte classique liée aux réflexions multiples, qui fait qu'on va avoir de l'interférence entre symboles. Et donc on avait vu que, à cause de l'interférence entre symboles, il faut avoir une durée symbole grande. Donc T grand. Et la deuxième chose, c'est spécifique à la mobilité, c'est que du fait de la mobilité des terminaux, on va avoir un effet Doppler. Et l'effet Doppler va être d'autant plus fort, enfin va être d'autant plus gênant que la durée symbole sera grande. Donc l'effet Doppler va imposer une durée symbole petite, de manière à avoir un canal qui ne varie pas trop pendant la durée d'un symbole. Donc on a deux contraintes contradictoires et il va falloir essayer de trouver un compromis pour résoudre cette contradiction. Alors on va voir les solutions retenues à la fois pour le GSM et pour le MTS. Alors, sur cette figure, simplement, vous avez l'effet Doppler selon la vitesse. Donc, vous avez sur la première figure un piéton à 5 km/h, sur la deuxième un automobiliste à 60 km/h et sur la troisième un TGV à 300 km/h. Vous voyez, les variations du canal sont d'autant plus rapides que la vitesse du mobile est grande. Alors, on va voir maintenant donc les solutions pour résoudre cette contradiction entre l'effet Doppler et l'interférence entre symboles. Alors, on va d'abord regarder s'intéresser à la période de l'effet Doppler. Donc à 60 km/h, vous avez une fréquence Doppler max de 50 Hz. Donc FD max égale 50 Hz. Donc vous avez une période de variation du canal qui est de 1 sur FD max. Donc TD min sera de 1 sur FD max. Et ça fait 20 000 microsecondes. Alors, la durée symbole sur le GSM et sur le MTS, elle est de l'ordre de quelques microsecondes. Elle est de l'ordre de 7 microsecondes pour le GSM et ça varie entre 1 et 133 microsecondes pour le MTS. Donc dans tous les cas, la durée symbole est très petite par rapport à la période de variation de l'effet Doppler. Donc on n'aura pas on aura toujours un effet Doppler, mais le canal sera constant pendant la durée d'un symbole. Donc l'atténuation du canal est constante, ou à peu près constante, pendant une durée symbole. Alors, maintenant, on regarde l'interférence entre symboles. Donc, la durée symbole, on a dit, c'est quelques microsecondes, et donc les retards les différences de retard entre les chemins vont varier selon les milieux. Si vous êtes en milieu rural, vous aurez peu de réflexions multiples. Par contre, si vous êtes en milieu urbain, vous aurez énormément de réflexions sur les bâtiments, sur le sol. Et ces réflexions vont se traduire par des trajets multiples. Le signal va arriver à travers plusieurs trajets qui auront chacun des retards différents.
Et donc ce retard, disons le retard maximal, il est de l'ordre de 5 microsecondes. Donc en milieu urbain. Le retard max d'un chemin, il est de l'ordre de 5 microsecondes. C'est-à-dire que le retard max est du même ordre de grandeur que la durée symbole. Donc on aura de l'interférence entre symboles, puisque la condition pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre symboles, c'est que le retard max d'un trajet réfléchi soit beaucoup plus petit que la durée symbole. Donc nécessairement, on aura de l'IES. Alors, donc voilà le choix qui a été fait dans les deux cas, GSM et UMTS, c'est de ne pas avoir d'avoir un effet Doppler constant et d'avoir de l'interférence entre symboles. Donc il va falloir gérer cette interférence entre symboles. Alors en fait, les données vont être transmises par paquet, qu'on appelle des bursts ou des slots. Donc, les données sont transmises par burst. Donc burst c'est pour le GSM, ou par slot. Ça c'est pour l'UMTS. Alors un burst c'est 577 microsecondes et un slot c'est 666 microsecondes. Donc ça contient entre une dizaine et une centaine de bits, et ça a une durée de l'ordre de quelques centaines de microsecondes. Donc pendant la durée d'un burst ou d'un slot, on a vu que la durée minimale, enfin la période minimale de l'effet Doppler, c'est 20 000 microsecondes. Donc même pendant la durée de tout un burst, de tout un slot, l'effet Doppler reste à peu près constant. Donc le canal reste, comme on dit, stationnaire pendant un burst ou un slot. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'intéresse à ça? C'est parce que le fait que le canal soit stationnaire pendant la durée d'un burst ou d'un slot, ça va permettre d'utiliser des techniques d'apprentissage. C'est-à-dire que on va, à l'intérieur d'un burst ou d'un slot, on va insérer une séquence de bits d'apprentissage qui vont apprendre le canal. Alors apprendre le canal, ça veut dire qui vont permettre d'estimer le nombre de trajets multiples, l'atténuation sur chaque trajet réfléchi et le retard sur chaque trajet réfléchi. Donc, et à partir de là, on va pouvoir décoder le signal malgré l'interférence entre symboles. C'est-à-dire que une fois qu'on connaîtra les différents chemins, leur retard, eh bien, on va pouvoir décoder les autres bits du burst, en tenant compte des différents chemins multiples qu'il y a eu. D'accord? Donc au milieu du burst, au milieu d'un burst ou d'un slot, on a ce qu'on appelle une séquence d'apprentissage. Donc une séquence d'apprentissage, c'est une séquence de 26 bits pour le GSM, et de 6 bits pour l'UMTS.
au milieu d'un paquet de bits, on a une séquence d'apprentissage. Cette séquence d'apprentissage, c'est une série de bits qui va permettre d'apprendre le canal. Et donc on va avoir une estimation des trajets réfléchis, c'est-à-dire une estimation des retards et des atténuations des trajets réfléchis. Donc je vous rappelle, vous avez votre téléphone portable, votre relais GSM, et entre le portable et le relais GSM, vous avez un chemin direct et des chemins réfléchis. Okay. Donc la séquence d'apprentissage va permettre d'estimer, on va voir comment, mais cette séquence d'apprentissage va permettre d'estimer à la fois le retard de chaque chemin et l'atténuation du signal sur chaque chemin. Alors, comme le canal est stationnaire pendant la durée d'un burst ou d'un slot, le canal ne varie pas pendant la durée, enfin reste à peu près le même pendant la durée d'un burst ou d'un slot. Eh bien, cette estimation du canal qui sera faite par les bits d'apprentissage au milieu du burst ou du slot sera valable pour tout le burst ou tout le slot. Et donc ça va permettre le fait de connaître la configuration du chemin du signal, ça va permettre de décoder le message en tenant compte de l'interférence entre symboles. Alors, on va d'abord voir la solution qui a été retenue pour le GSM. Donc, on va appeler x de n le nème bit émis. Et on va appeler y de n le nème bit reçu. On a de l'interférence entre symboles. Par conséquent, avec des chemins multiples. Par conséquent, le nème bit reçu, il est égal à une certaine atténuation H0 fois le nème bit émis. Donc ça, c'est l'atténuation du chemin direct. Donc si on n'avait pas d'interférence entre symboles, on aurait juste ça, d'accord ? Le nème bit reçu, c'est le nème bit émis plus multiplié par une certaine atténuation. Alors ici, les bits, c'est en NRZ, d'accord ? Donc plus ou moins 1. C'est-à-dire ce sont les bits codés NRZ avant modulation ou après démodulation pour le Y. Et comme on a de l'interférence entre symboles, eh bien on va avoir le bit précédent multiplié par l'atténuation, par une atténuation H1, qui est l'atténuation d'un chemin réfléchi, plus l'atténuation d'un autre chemin réfléchi multiplié par le bit d'encore avant, et ainsi de suite.
donc jusqu'à un certain ordre P, x de n moins P. D'accord? Donc ça, c'est le bit émis 2t plus tôt. Et ça, c'est l'atténuation du chemin qui a un retard de t. Ok? Donc le bit qu'on reçoit, c'est le... Donc, si on émet un bit x de n, qui vaut plus ou moins 1, le bit y de n qu'on reçoit, c'est ce bit x de n multiplié par l'atténuation h0 du chemin direct, plus le bit précédent x de n-1 multiplié par l'atténuation du chemin qui a un retard de une durée symbole, plus le bit émis, le bit précédent multiplié par le retard du chemin qui a un retard, enfin multiplié par l'atténuation du chemin qui correspond au retard de 2 fois la durée symbole, et ainsi de suite. Oui. Voilà. Chaque bit qu'on reçoit, c'est une combinaison linéaire du bit courant et des bits précédents. C'est la définition même de l'interférence entre symboles. Alors, donc voilà ce qu'on reçoit. Et évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement ça, x de n. Alors, comment on va s'en sortir? Bien, le récepteur, il sait que quand il reçoit le récepteur connaît la séquence d'apprentissage. Il sait quelle est la séquence de 26 bits qu'on met au milieu d'un burst pour faire la séquence d'apprentissage. Donc il va comparer la séquence d'apprentissage émise, qu'il connaît, avec la séquence d'apprentissage reçue, qui aura été déformée par cette combinaison linéaire. Et en comparant les deux, il va en déduire tous les coefficients H1, H2, H3, etc. D'accord? Donc le récepteur compare la séquence d'apprentissage originale avec la séquence d'apprentissage reçue. Et cette comparaison permet de déduire la valeur des atténuations. Donc, il en déduit H0, H1, H2, etc. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il apprend le canal. Alors si la séquence d'apprentissage est bien choisie, ça peut se faire simplement par un simple calcul de corrélation entre la séquence originale et la séquence reçue. Et ensuite, pour tous les autres bits du burst, donc les autres bits du burst, il ne les connaît pas évidemment, et bien là, connaissant les atténuations des chemins et les y de n reçus, il va en déduire les x de n. Donc pour les autres bits, donc sachant les y de n et les hk,
avec K entre 1 et P, entre 0 et P, il en déduit les X de N. C'est-à-dire les bits émis. Ça se fait par un algorithme de type Viterbi. C'est le même, ça se décode de la même manière qu'on faisait le décodage selon l'algorithme de type Viterbi. Sachant la séquence de sortie du codeur, il faut en déduire la séquence d'entrée du codeur. Vous vous souvenez comment ça fonctionne un codeur convolutif? La sortie du codeur convolutif, c'est une combinaison, elle dépend de l'entrée courante et des entrées précédentes. C'est une combinaison logique des entrées successives. Et pour faire un décodage de la sortie, on construit un arbre et à partir de cet arbre, sachant la sortie, on en déduit l'entrée. Alors là, c'est pareil. Le canal, c'est un système dans lequel la sortie, c'est une combinaison linéaire des entrées successives. Et sachant les coefficients de la combinaison, en examinant la sortie, on peut en déduire l'entrée. Donc ça, c'est la solution du GSM. On apprend les coefficients on apprend les atténuations des différents trajets, des trajets réfléchis, et ensuite, sachant les atténuations, sachant les bits reçus, on en déduit les bits émis. Maintenant, on va voir la solution UMTS. Alors, on a un transparent pour ça. On va appeler X de N le bit pilote qu'on a émis. Donc, le bit pilote, c'est un bit d'apprentissage. Dans le MTS, ça s'appelle comme ça, un bit pilote. On va appeler S la séquence d'étalement qui est utilisée. Alors les séquences d'étalement, elles ont une longueur maximale de 256. Donc si la séquence d'étalement n'est pas de longueur 256, on va la périodiser, la répliquer pour atteindre une longueur de 256. Et on va considérer qu'on transmet le nème élément de x fois s de n. Enfin, le nème élément de x fois s. Alors, dans un code du type, dans un code utilisé en CDMA, que ce soit un code OVSF ou un code de Gold, le im élément, on n'appelle pas ça chaque élément qui vaut plus ou moins 1, on ne l'appelle pas un bit, on l'appelle un chirp. Pour bien distinguer les bits, qui sont les bits du signal, les bits du message émis, des pseudo-bits qui sont les éléments des séquences. Je vous rappelle que quand on fait du multiplexage CDMA, chaque bit initial est multiplié par un code beaucoup plus rapide. Donc ça, on appelle ça un bit, et un petit élément de séquence comme ça, on appelle ça un chirp. Pour bien distinguer le bit qui relève de l'information émise et le bit qui relève simplement de la multiplication par la séquence, qui est un pseudo-bit.
Donc on va considérer qu'on émet le nème chirp x fois s de n. Et donc ce qu'on va recevoir, à cause de l'interférence entre symboles, des trajets multiples, c'est une combinaison linéaire du chirp courant et des chirps précédents. Donc la somme des h de k x fois s de n-k. Donc h de k, c'est le retard, h de k, hk, c'est l'atténuation du chemin qui correspond à un retard de k chirp. Et s de n-k, c'est le chirp qu'on avait k chirp plus tôt. Alors vous vous souvenez, quand on fait en réception d'un système CDMA, on fait le produit scalaire de la séquence de Gold ou de la séquence OVSF par la séquence reçue. Donc on va calculer la corrélation entre S et R à l'ordre I. Donc c'est par définition la somme des S de J fois R de I plus J. Le R de I plus J, je le remplace par l'expression qui est au-dessus. Donc je remplace simplement N par I plus J. J'obtiens une double somme. Je permute les deux signes somme. Et regardez ce que j'obtiens ici. J'obtiens la somme des S de J, S de I plus J moins K. C'est-à-dire la somme de S, enfin le produit scalaire de S par S décalé de I moins K. Donc c'est phi de phi S, j'ai oublié le S ici, phi S de I moins K. Or, on a vu que pour les séquences de Gold ou les séquences OVSF, l'autocorrélation d'une séquence, elle vaut grand N à l'ordre 0 et elle est négligeable par rapport à grand N pour tous les ordres différents de 0. Donc ça, ce phi S de I-K, c'est très inférieur à grand N pour I-K différent de 0. Et ce sera égal à grand N pour I-K égale 0. Donc finalement, dans cette somme, il ne reste plus qu'un seul terme non négligeable, c'est le terme qui correspond à I-K égale 0, c'est-à-dire à K égale I. Donc il ne va plus me rester que, et là ça vaudra N, ça va annuler le 1 sur N qui est ici, il ne me restera plus que X fois HI. Donc, je vais calculer vous vous souvenez quand on avait vu la réception pour les systèmes CDMA, on calculait la corrélation à intervalle T, tout le grand T seulement. On ne calculait pas tout le temps, on calculait juste à chaque fois qu'on avait un symbole qui arrivait. Là, on va calculer en permanence. Et donc, on va avoir comme ça une succession de phi SR de I. Et de cette manière, on va en déduire les atténuations du canal. D'accord ? Pour chaque ordre I de la corrélation, on aura l'atténuation du IM trajet réfléchi. Donc c'est à ça que vont servir encore les bits d'apprentissage, à estimer les atténuations des trajets réfléchis du canal, simplement par un simple calcul de corrélation entre la séquence reçue et la séquence d'apprentissage originale connue. Alors quand on trace les valeurs de HI obtenues, en général on obtient une courbe comme ça,
Donc ça c'est HI en fonction de I. Donc le retard du IM, enfin l'atténuation du trajet réfléchi qui a pour retard I fois la durée d'un chirp. D'accord ? Atténuation du trajet retardé de I chirps. Donc pour chaque trajet retardé de I chirps, on a une certaine atténuation HI, et on observe qu'en général cette atténuation, elle n'a que quelques valeurs différentes de 0. On va appeler ces valeurs, donc on aura une valeur, en général pour I égale 0, c'est différent, c'est non négligeable. On va appeler la première valeur, enfin le premier I pour lequel c'est non nul, taux 1, le deuxième taux 2, taux 3, etc. C'est-à-dire que si on émet S de n, eh bien le R de n reçu, on peut l'approcher par une somme avec un nombre de termes limité. Plutôt que d'avoir la somme des HI S de n-i, on peut approcher la séquence, enfin le chirp reçu par H0 fois Sn plus H indice taux 1 fois S de n moins taux 1 plus H indice taux 2 fois S de n moins taux 2 et ainsi de suite. D'accord ? Donc la somme qu'on avait écrite tout à l'heure, que le chirp reçu c'est la somme des HI fois S de n-i avec une somme de 256 termes, eh bien finalement ça se résume à une somme avec un nombre de termes assez réduit. Donc une fois qu'on a, donc là le canal est estimé, d'accord ? Cette opération permet de définir le canal dans ce cas-là comme un ensemble de quatre chemins. Le chemin direct, et 3 chemins réfléchis, enfin dans ce cas précis. Trois chemins réfléchis avec chacun un certain retard taux 1, taux 2, taux 3 et une atténuation H taux 1, H taux 2, H taux 3. Maintenant, on va voir comment on exploite cette connaissance du canal dans l'UMTS. Donc dans les deux cas, que ce soit UMTS ou GSM, il y a une phase préalable d'apprentissage du canal qui consiste à estimer l'atténuation et le retard de chaque chemin. Par contre, l'exploitation de cette information va être un peu différente. Alors, dans le flux qu'on reçoit, on a, à un certain instant, on reçoit donc on émet, imaginez qu'on émet le bit X, on appelle X le bit émis. Donc il vaut plus ou moins 1. À un certain instant, on va donc recevoir la séquence X fois la séquence S de l'utilisateur pondérée par H0, l'atténuation du chemin direct. Donc ça ira d'un certain instant à un autre instant. Ça aura une certaine durée. Un peu plus tard, on va recevoir le même X, mais qui sera passé par un chemin retardé.
qui sera passé par le premier chemin retardé, donc avec une atténuation H taux 1. Et entre le début de ce bit, entre le début de cette arrivée-là et le début de celle-là, on aura un retard taux 1. Un peu plus tard, on va avoir le même bit, mais qui arrive par le deuxième chemin retardé, avec une atténuation H taux 2. Et on aura ici, donc vous voyez, un retard taux 2 entre les deux. Comme on a appris les retards du canal, on sait exactement quand vont arriver les différentes versions retardées. Au lieu de décoder uniquement à partir de celui-là, eh bien on va exploiter toutes les versions du bit qui arrivent. On va exploiter les différents chemins, les différents trajets réfléchis. Donc on va récupérer le signal à différents instants. Le premier, on va le multiplier par le conjugué de H0, parce qu'en fait, je ne rentre pas dans les détails, mais H0 c'est une valeur complexe. On va le multiplier par le conjugué de H0 et par... là, il y a une erreur, il y a pas, X on ne le connaît pas, bon, on ne peut pas multiplier par X, hein, vous barrez ce X. Donc on va multiplier par le conjugué de H0 fois S. Le deuxième, pareil, le conjugué de H taux 1 fois S. Et le troisième, le conjugué de H taux 2 fois S. Et ainsi de suite. Et on va faire la somme de ces produits. Et on va obtenir, si on multiplie, à chaque fois qu'on multiplie HI par le conjugué de HI, on obtient le module au carré de HI. Donc on va obtenir la somme des modules de H taux I au carré fois X et S fois S à chaque fois, ça fait grand N. J'ai oublié le grand N ici. D'accord ? Donc c'est un principe un peu différent on exploite la connaissance du canal de manière différente du GSM. Dans le GSM on dit sachant les différents, connaissant les coefficients du canal et connaissant la sortie, quelle est l'entrée. Et on trouve l'entrée par un algorithme de type Viterbi. Là, on essaye d'aller chercher les différentes versions de l'entrée dans la sortie et on les ajoute pour maximiser on va chercher à récupérer le signal partout où il est dans le signal reçu. Et comme ça, on n'aura aucune déperdition d'énergie. Donc voilà comment, dans les systèmes UMTS et GSM, voilà comment on gère les contraintes du canal radiomobile. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la durée symbole soit suffisamment petite pour ne pas être gêné par l'effet Doppler. C'est-à-dire que pendant la durée d'un symbole, le canal reste stationnaire. On ne cherche pas à empêcher l'interférence sur symbole, mais on a des méthodes pour décoder le message en tenant compte de l'interférence entre symboles. Alors maintenant on va boucler la boucle en voyant comment on transmet la parole d'un locuteur vers un auditeur sur un réseau mobile. Ici vous avez la chaîne complète. Donc l'objectif c'est de transmettre un signal vocal d'une bouche vers une oreille en passant par
des téléphones portables et un réseau mobile. Donc il va falloir numériser et compresser le signal audio, ce sera le codage de source, le protéger contre les erreurs. Donc il y aura à la fois le codage de canal et une autre brique qu'on n'a pas encore vue qui est l'entrelacement. On verra en détail ce que c'est. On va moduler et multiplexer pour que ça passe à travers le canal sans gêner les autres utilisateurs. Et en réception, on fait toutes les opérations inverses. Alors, d'abord, on va voir le codeur de parole. Petit A, le codeur de parole. Alors, je rappelle déjà comment on fait dans le téléphone filaire classique. On a 8000 échantillons par seconde et on code chaque échantillon sur 8 bits. Donc ça nous fait un débit de 64 kilobits par seconde. Et ça, si on émettait la voix à 64 kilobits par seconde sur le téléphone mobile, le GSM ne fonctionnerait pas. Parce que c'est un débit trop important par rapport aux capacités du canal radio. Et comme je vous l'ai dit, quand on observe un signal de parole, on se rend compte que chaque échantillon, entre deux échantillons successifs, il n'y a pas une très grande différence. Donc on peut par exemple coder non pas chaque échantillon successif, mais l'écart entre deux échantillons successifs. Ça permet déjà de réduire le débit de moitié. Et on peut aller plus loin. En fait, chaque échantillon, on peut le modéliser comme une combinaison linéaire des échantillons précédents. C'est ce qu'on avait vu en TP. Donc chaque échantillon S de n peut être vu comme une certaine erreur d'estimation E de n moins la somme des AI S de n-i avec i de 1 à 8, ça suffit. C'est-à-dire que chaque échantillon, c'est une combinaison linéaire des 8 échantillons précédents, plus un certain terme E de n qu'on appelle l'innovation ou bien l'erreur de prédiction. Ça correspond, quand on fait une combinaison linéaire des échantillons précédents, on fait une prédiction linéaire de S de n, et en faisant cette prédiction, on fait une erreur de prédiction selon la note E de n. Et cette modélisation est telle que deux échantillons successifs de E de n sont assez décorrélés l'un de l'autre. D'accord ? Donc on a deux échantillons successifs de E sont décorrélés. Du moins, sont assez décorrélés. On fait en sorte que chaque nouvel échantillon de n apporte réellement une information par rapport à l'échantillon précédent. Alors, ces coefficients AI, ils varient au cours du temps, puisque la parole, c'est un processus non stationnaire, du fait que le conduit vocal, il bouge en permanence. Mais on peut considérer que pendant des durées assez courtes, de l'ordre de 20 millisecondes, les coefficients AI sont constants. Donc les coefficients AI, là, sont constants, sont à peu près constants, pendant 20 millisecondes. Donc on va découper le signal audio en tranches de 20 millisecondes, et pour chaque tranche, au lieu de transmettre des échantillons, on va transmettre les coefficients AI et la suite d'échantillons E de n.
Donc, on découpe S en tranches de 20 millisecondes. Alors 20 millisecondes, ça fait 160 échantillons. Et au lieu de transmettre les 160 échantillons de S, eh bien on transmet les 8 coefficients AI et les 160 échantillons E de N. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt si on transmet plus d'échantillons qu'en transmettant les S de N? Ça, on avait vu la réponse en TP, c'est que on peut se permettre de coder les échantillons E de N avec moins de bits que les échantillons S de N pour la même qualité audio. Et c'est comme ça que le fait de transmettre ces 168 coefficients au lieu de 160 permet de gagner en débit. Alors en TP, on s'était arrêté à ce stade-là du codage. En fait, on peut aller plus loin. En fait, il y a, donc je vous ai dit que entre deux échantillons successifs de E, vous n'avez pas beaucoup de corrélation. Par contre, entre les échantillons de E, il y a une corrélation à long terme. C'est-à-dire que chaque échantillon de N est lié à un échantillon, quelques échantillons plus tôt. Donc on a une corrélation à long terme entre les échantillons E de N. C'est-à-dire que chaque échantillon E de N peut s'exprimer comme un certain facteur B fois E de N-N, donc un certain retard N, qui est supérieur à 1, plus une erreur de prédiction W. C'est-à-dire qu'on fait une prédiction sur l'erreur de prédiction. Et ces deux valeurs B et M sont à peu près constants, eux non pas pendant 20 millisecondes, mais pendant 5 millisecondes. À peu près constant pendant 5 millisecondes. D'accord ? Donc les échantillons de parole, on en fait une prédiction linéaire, on a une erreur de prédiction E, et l'erreur de prédiction, on en fait aussi une prédiction linéaire, mais une prédiction à long terme, qui est définie par des paramètres B et M. Donc si je résume, pour 20 millisecondes de parole, vous avez 4 fois 5 millisecondes, et pour chaque sous-trame de 5 millisecondes, on va coder le M sur 7 bits, le B sur 2 bits, donc M c'est le retard, B c'est l'atténuation, et donc si une trame de 20 millisecondes fait 160 échantillons, sur 5 millisecondes, vous aurez 40 échantillons de E, donc 40 échantillons de W. Donc 40 échantillons de W, et l'ensemble des 40 échantillons va être codé sur 47 bits. 47 bits pour le tout. C'est-à-dire que on a on a 1, quelque chose bits par échantillon. Alors évidemment, ça veut dire qu'on ne code pas les échantillons de W un par un. On va les coder globalement. Donc on va faire ce qu'on appelle un codage vectoriel. C'est-à-dire que
On va avoir un dictionnaire de séquences, de 40 échantillons. Et on va regarder dans ce dictionnaire quelle est la séquence la plus proche du W. Et on va transmettre non pas un codage de W, mais le numéro de la séquence la plus proche de W. On va transmettre le numéro du mot dans le dictionnaire. Alors, donc on a un dictionnaire donc le dictionnaire il sera de taille 2 puissance 47. Ok. Donc chaque séquence du dictionnaire peut être codée sur 47 bits. Et on transmet le mot du dictionnaire le plus proche de W, des 40 échantillons de W. Du dictionnaire, du dico, le plus proche de la séquence W. Donc si je fais le bilan des bits pour 20 millisecondes de parole, on devra transmettre les AI. L'ensemble des AI, on va le coder sur 36 bits. Et il faudra transmettre les paramètres des 4 sous-trames de 5 millisecondes. Donc 4 x 7 pour B et 4 x 2 pardon pour M ici et 4 x 2 pour B. Et on devra transmettre aussi 4 x 47 pour W. D'accord ? On a les tranches de 20 millisecondes. Sur la tranche de 20 millisecondes, on a une série de 8 coefficients AI pour lesquels on a besoin de 36 bits. Et on a 4 séries de M, enfin 4 sous-trames de 5 millisecondes, et pour chacune, on a une valeur de M, une valeur de B, et 47 bits pour W. Et donc au final, ça fait 260 bits. Donc 260 bits pour 20 millisecondes, ça fait un débit de 13 kilobits par seconde. Et donc ça, c'est le débit du format de codage GSM, 13 kilobits par seconde, avec une qualité audio qui est presque la même que celle du codage filaire classique à 64 kilobits par seconde. Donc on a un taux de compression de l'ordre de 5. Donc ça, c'est le codage de source. Ensuite, il va falloir protéger ces bits contre les erreurs. Donc on va faire du codage de canal. Oui. Ah oui. Vous pouvez brancher la batterie. Ah, c'est peut-être le stylo, ouais. Ok.
réception, donc le récepteur reçoit donc les AI, les coefficients M, les coefficients B et les W. Et à partir de tout ça, en reprenant les équations qui relient W et E, les équations qui relient X et E et les AI, on va en déduire le signal original S. Alors, si on a des erreurs de transmission, ça va se traduire par des erreurs dans la reconstruction du signal. Donc on aura un signal S qui sera dégradé. Et l'impact des erreurs de transmission sur la qualité de la reconstruction ne sera pas les mêmes selon les bits. Pour certains bits qui seront touchés par des erreurs sur le canal, l'erreur de reconstruction du signal se traduira par un peu de bruit. Pour d'autres bits, des trames, une erreur de reconstruction, enfin une erreur de transmission, se traduit par un signal reconstruit qui n'a rien à voir avec le signal original. Donc on va répartir les bits en 3 classes selon l'impact des erreurs sur la qualité audio. Donc 3 classes de bits. Donc on aura la classe 1A qui concerne 50 bits sur les 260. La classe 1B qui concerne 132 bits. Et la classe 2 qui concerne 78 bits. Donc voilà comment se répartit les 260 bits de 20 millisecondes. Les 260 bits d'une trame de 20 millisecondes. Et plus le numéro de la classe est faible, plus les erreurs impactent la qualité de reconstruction. C'est-à-dire que des erreurs de transmission sur les bits de la classe 2 se traduiront juste par du bruit. Des erreurs de transmission sur les bits de la classe 1A se traduiront éventuellement par une impossibilité de reconstruire correctement le signal. Et alors, vous savez que quand on fait du codage de canal, on introduit des bits de redondance. Donc on augmente le débit. Donc un codage de canal, il doit être efficace, c'est-à-dire qu'il doit offrir la protection maximale avec l'augmentation minimale de débit. Et cette répartition des bits en 3 classes, on va s'en servir pour faire un codage différencié. C'est-à-dire qu'on va protéger plus les bits qui sont les plus sensibles et on ne va pas protéger du tout les bits les moins sensibles. Donc on aura un premier codage. Ce sera un codage en bloc de la classe 1A. On aura simplement 3 bits de redondance. Donc vous imaginez bien qu'avec simplement 3 bits de redondance ajoutés à 50 bits, on ne va pas pouvoir corriger les erreurs. Ce sera juste un codage qui permet de détecter les erreurs. Alors, si le récepteur
détecte une erreur par ce codage, eh bien, il va remplacer la trame 1A, enfin les bits de la classe 1A, par les bits de la classe 1A de la trame précédente. C'est-à-dire qu'une erreur sur la classe 1A, c'est tellement catastrophique en termes de qualité audio qu'il vaut mieux répéter un petit peu la trame précédente qu'essayer de reconstruire le signal avec la trame courante. Donc si on a une erreur, on répète la classe 1A précédente. On va faire un deuxième codage. Donc ce sera un codage convolutif. De l'ensemble de la classe 1. C'est-à-dire des 50 plus 3 bits de la classe 1A et des 132 bits de la classe 1B. C'est-à-dire que les bits de la classe 1A seront codés deux fois. Et les bits de la classe 2 seront transmis sans codage. Alors, pour résumer tout ça, donc, voilà le codeur convolutif utilisé pour le GSM pour les bits de la classe 1. C'est donc un codeur convolutif avec une mémoire une longueur de contrainte 5. Donc on aura 16 états possibles. Donc on aura un treillis beaucoup plus compliqué un peu plus compliqué que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, avec 16 états possibles. Donc si on fait le bilan du codage ici, vous avez au départ une trame de 20 millisecondes de parole qui est codée par 260 bits. Les 50 bits de la classe 1A vont être codés par un code en bloc qu'on appelle un code cyclique. Et on va ajouter donc 3 bits de redondance. Ensuite, on va faire un codage convolutif de toute la classe 1. C'est-à-dire que toute la classe 1, ce sera les 50 bits plus 3 de la classe 1A, les 132 bits de la classe 1B, et 4 bits à 0. Ces 4 bits à 0, ça permet de remettre le codeur convolutif à 0, à l'état 0,0, une fois que le codage est fini. D'accord ? Sinon le codeur il reste dans l'état, il reste dans un état qui dépend de l'entrée. Mais il faut que pour la prochaine trame, le codeur démarre à 0, à l'état 0. Donc on met 4 bits à 0, de manière à être sûr que le codeur revienne à l'état 0. Donc en tout on a 189 bits. Et vous voyez que le codeur, c'est un codeur de rendement 1,5. Donc on va avoir en sortie une classe 2 qui sera à 378 bits. Et on va concaténer les 78 bits de la classe 2 sans les coder. Donc à la fin, on a 456 bits au lieu de 260. Alors, les erreurs de transmission, elles sont d'autant mieux corrigées qu'elles sont disséminées. Vous vous souvenez du codeur catastrophique? On avait deux erreurs groupées en début
en début de séquence, et ça suffisait à saboter le décodage de toute la séquence. Et de manière générale, même si le codeur n'est pas catastrophique, dès que les erreurs sont groupées par paquet, ça dégrade considérablement la capacité du décodeur à corriger les erreurs. Et malheureusement, sur le canal radio mobile, les erreurs sont généralement par paquet de 10 ou 100. Okay. Les erreurs. Parce qu'évidemment, quand vous avez des erreurs, ça provient de parasites sur le canal. Et les parasites, ils durent un certain nombre de bits. Donc c'est pour ça que les erreurs vont être concentrées. Donc c'est pour ça que le codage de canal va être suivi d'une étape qu'on appelle l'entrelacement, qui va permettre de disséminer les erreurs de manière à ce que, avant le décodage, de manière à faciliter le décodage. Alors 456, c'est 57 x 8. Et ça tombe bien, parce qu'avec ça, on va pouvoir faire de l'entrelacement. On va remplir une matrice de taille 8 x 57 en la remplissant colonne par colonne. D'accord, je remplis les colonnes comme ça. Et je vais transmettre, enfin je vais pas transmettre comme ça, mais imaginez que je transmette ligne par ligne. Si je transmets ligne par ligne et que j'ai des erreurs groupées par paquet de 10, 20, je vais avoir par exemple toute cette ligne, tous ces bits erronés. Si en réception, je lis ligne par ligne, bien les bits, les erreurs vont être disséminées. Je n'aurai plus qu'une erreur tous les 8 bits. D'accord ? Si elle 57 colonnes pour alterner de A0, c'est A56. Si on va de A0 à A56, pardon, il y a une erreur sur le... Ici, c'est pas 56. D'accord, donc le fait de remplir la matrice colonne par colonne, de la transmettre ligne par ligne, et ensuite de lire la matrice reçue colonne par colonne, va permettre de disséminer les erreurs. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va faire un deuxième entrelacement. Donc vous le voyez, donc les 4 premières lignes de la matrice vont être entrelacées bit par bit avec les 4 dernières de la matrice précédente. Et les 4 dernières lignes de la matrice vont être entrelacées bit par bit avec les 4 premières lignes de la matrice suivante. Et ce qu'on va transmettre, ce sont les doubles lignes de 2 x 57 qui vont constituer ce qu'on appelle des bursts. Donc un burst, ce sera donc 2 x 57 bits de données, des bits HL et HU qui indiquent si les données correspondent à de la voix ou à un message, des bits qu'on appelle BQ et qui servent à la synchronisation,
Et enfin, ce qu'on appelle un intervalle de garde. Qui sert simplement à éviter qu'il y ait un chevauchement entre les trames de deux utilisateurs. Parce que vous savez qu'on fait du multiplexage temporel dans le GSM. Donc, un burst sera la durée d'un intervalle temporel dans le multiplexage temporel. Donc il y a toujours un risque que les bursts de deux utilisateurs différents se chevauchent un petit peu. Donc pour éviter ce chevauchement, on laisse à la fin un intervalle de garde de manière à être sûr de ne pas mordre sur l'utilisateur suivant. Donc voilà pour le GSM. Pour la protection d'erreurs, la protection contre les erreurs en GSM. Pour l'UMTS, c'est assez semblable. Donc, protection contre les erreurs en UMTS. Donc on va avoir un premier codage en bloc aussi, mais qui sera un peu différent. On aura 5 niveaux de codage, enfin 5 niveaux possibles de protection. Avec entre 0 et 24 bits de redondance. Donc au lieu d'avoir juste une classe 1A qui est codée avec 3 bits de redondance, là on aura 5 niveaux possibles pour ce premier codage, avec entre 0 et 24 bits de redondance selon le niveau. Et on aura un deuxième codage qui sera un codage convolutif. Alors pour la voix, le codeur convolutif qu'on va utiliser, ce sera un de ces deux-là. Donc ça c'est pour la voix. Donc on a deux codeurs possibles. Un de rendement 1/2, donc on a un bit en entrée et 2 en sortie. Et un de rendement 1/3, avec un bit en entrée et 3 en sortie. Et vous voyez qu'ils ont des longueurs de contrainte nettement plus importantes. Ici on a des longueurs de contrainte de 8. Pardon, de 1, 2, 3, oui, 8. Donc ça c'est pour la voix. Et pour les applications du type données, ce sera différent. On va utiliser ce qu'on appelle les turbocodeurs. Donc un turbocodeur, c'est le principe turbo, c'est-à-dire un retour du résultat, comme dans les voitures. Donc dans un turbocodeur, la sortie est bouclée sur l'entrée. On réinjecte la sortie du codeur dans l'entrée. Donc pour les données, en fait, oui, on a même deux codeurs convolutifs qui seront à la fois bouclés sur eux-mêmes et entrelacés.
Et enfin, on aura un entrelacement. Et là, l'entrelacement sera plus simple que pour le GSM. Ce sera un entrelacement du même type que le premier entrelacement du GSM. C'est-à-dire qu'on écrit colonne par colonne dans une matrice et on transmet ligne par ligne. D'accord ? Donc que ce soit l'UMTS ou le GSM. Dans les deux cas, il y a deux codages, un codage en bloc, un codage convolutif, avec un niveau de codage à chaque fois qui dépend de la sensibilité des bits aux erreurs de l'impact des erreurs sur la qualité, et un entrelacement pour tenir compte du fait que les erreurs sur le canal radio, elles sont en général, elles arrivent par bloc, et que les codeurs sont plutôt capables de corriger des erreurs disséminées. Donc voilà, on a fait le tour de la chaîne de communication pour une liaison radio mobile. Des questions ? Oui, à chaque fois on fait un produit scalaire de H0 Hi étoile X